C'est le téléphone sonne. Bonsoir Pierre Veille. Bonsoir Alain Passerelle. Ce soir, vaccin hors note vaccin. Excellente question, très bon résumé. Certains vaccins sont-ils dangereux? Y a-t-il une crise de la vaccination en France? L'obligation de quelques vaccins est-elle justifiée? On en parle jusqu'à 20h. Merci Alain. On ne peut pas forcer quelqu'un à un acte médical quand même sans son consentement. Dire non, on est parents, on est responsable de nos enfants, donc c'est à nous de décider et on sait ce qui est le mieux pour nos enfants. Il n'y a pas aujourd'hui de complications graves associées au vaccin. Les suspicions de complications de type sclérose en plaques ont toutes été réfutées, c'est-à-dire ont été considérées comme nulles. Voilà, illustration du débat que nous aurons ce soir au téléphone sonne à l'occasion de la semaine européenne de la vaccination. Question sur un phénomène qui se développe en France. La vaccination est regardée avec méfiance. Son image est très dégradée. On émet des doutes sur son utilité, on craint ses effets secondaires. La France est un des rares pays d'Europe, avec l'Italie et certains pays de l'Est, à maintenir l'obligation vaccinale uniquement pour le DTP, diphtérie, tétanos, poliomyélite. Les obligations de vaccination contre la variole ou contre la tuberculose ont été supprimées. Il existe bien sûr d'autres vaccins recommandés contre la grippe, la rougeole, l'hépatite B. Au début du mois, on a appris le décès de 2 bébés, décès attribués à une vaccination contre la gastro-entérite. Bien sûr, cela relance le débat sur les vaccins dangereux. Suspicion, inquiétude face aux vaccins, vous voulez en savoir plus? Appelez-nous, interrogez nos invités qui sont des spécialistes. France Inter, Pierre Veille, le téléphone sonne. Je vous les présente, le professeur François Briquer. Bonsoir. Bonsoir. Ancien chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, professeur à l'université Paris 6, Pierre et Marie Curie. Michel Rivasi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts, vice-présidente du groupe des Verts au Parlement européen. Et Daniel Messager, bonsoir Daniel. Bonsoir. Journaliste à la rédaction de France Inter, vous le savez, spécialiste des questions médicales et de santé. Intervenez 01 45 24 7000 sur la page Facebook du téléphone sonne et sur Twitter avec le hashtag Telsonne. Dans le Finistère, Yves nous écoute. Bonsoir Yves. Bonsoir. Vous êtes le premier auditeur. On attend votre question. Donc, moi, j'aimerais bien que les labos écoutent cette émission, ainsi que le ministère de la Santé. Comme vous l'avez dit là tout à l'heure, il y a 3 vaccins qui sont obligatoires en France, le DT polio. Oui. Or, quand on veut le DT polio en France, on ne le trouve pas. Il y a quelques années, on le trouvait avec la coqueluche en plus, donc avec 4 vaccins. Maintenant, on ne le trouve plus. On le trouve avec 5. On le trouvait il y a quelques temps avec 5, c'était la méningite. Donc DT, polio, coqueluche, méningite. Maintenant, on ne le trouve plus non plus, ce vaccin, en France. On le trouve en 6. On a rajouté l'hépatite B. Ce qui veut dire qu'on impose aux personnes qui vont vacciner leurs enfants 3 vaccins qui ne sont pas obligatoires. Coqueluche, méningite, hépatite B. Évidemment, l'Institut Pasteur peut nous fournir le diphtérie, seul, indépendant, mais le diphtérie contient est fabriqué à base de mercure, contient du mercure, je veux dire. On peut aussi avoir le tétanos, polio seul, mais c'est difficile à avoir. Ouais, donc, on impose des vaccins et on oblige des gens à prendre des vaccins qui ne sont pas obligatoires, alors qu'il y a des parents qui ont soin de leurs enfants et qui se trouvent devant les tribunaux parce qu'ils ne veulent pas ces 3 vaccins qu'on leur impose. Alors, il faudrait que les labos fabriquent simplement des vaccins sans mercure qui sont obligatoires et non pas offrir en plus pour 3, vous en avez 6 pour le prix de 3, quoi. Mais Yves, une question, je veux dire, c'est pas bien finalement d'avoir un vaccin qui vous protège contre de nombreuses maladies? Où est le problème? Le problème, c'est qu'il y a des vaccins qui ont des incidences sur la santé des enfants, et pas comme la personne a dit pour la sclérose en plaques. Je connais une personne qui avait la maladie de Charcot. À chaque fois qu'elle allait voir des spécialistes, on lui demandait si elle avait eu l'hépatite, s'était faite vacciner par l'hépatite B. Alors, il y a 3 vaccins obligatoires, qu'on ne fasse que 3 vaccins. Et après, ceux qui en veulent en plus, ils ont le droit, c'est un bonus. On vous a bien entendu, Yves. Alors, sur cette première longue remarque qui pose bien le dossier, professeur François Briquer.
Alors écoutez, je crois que cet auditeur a d'abord premièrement raison sur un certain nombre de points. C'est vrai que les préparations vaccinales telles qu'elles sont conçues aujourd'hui font que y a des associations de plusieurs vaccins qui sont proposés. Donc on mélange des vaccins obligatoires et des vaccins recommandés. Il y a des, comme on dit, des valences de vaccins qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. Mais, et alors c'est là où manifestement il faut qu'on soit très clair, les vaccinations qui sont proposées aux enfants dans des vaccins associés, qui ont les obligatoires plus d'autres valences, l'hépatite B, ça a été évoqué, etc., c'est parce que on cherche à lutter contre des maladies infectieuses qui sont des maladies infectieuses sévères, potentiellement sévères, et contre lesquelles il est estimé par le ministère de la Santé, par le corps médical, que la protection est absolument indispensable. Si on ne vaccine pas, on prend des risques majeurs, et ce monsieur disait on a nos enfants, on est chargé de les... etc. Très bien, mais il faudrait qu'ils aient une information parfaitement complète pour justifier qu'ils refusent de vacciner leurs enfants contre des maladies sévères. Mais Michel Rivasi. Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur. C'est un scandale. Dans la mesure où on a une obligation vaccinale. Vous avez vu qu'il y a d'autres pays européens, ils n'ont absolument pas d'obligation vaccinale. Il y a l'Italie, la France qui sont sur le DTP. Vaccination non obligatoire. Exactement. Et il y a le même taux d'ailleurs de gens qui sont vaccinés. Là, je trouve que c'est de la vente forcée. Parce que quand vous ne trouvez pas un DTP tout seul et que vous êtes obligé d'avoir un hexavalent, il y a plein de gens qui ne savent pas que dans l'hexavalent, il y a l'hépatite B. Or, l'hépatite B, jusqu'à présent, ce n'est pas obligatoire. Souvent, vous le faites si jamais vous êtes médecin. Nécessaire. Mais nécessaire, c'est aux parents à juger, c'est pas à vous à juger. C'est pas aux parents et donc, juger. Non, attendez, les parents ne sont pas médecins, Madame Rivasi. Attendez, il y a obligatoire et recommandé. Moi, je vaccine mes enfants sur le DTP, mais j'aurais aimé que ce DTP soit disponible. Or, on s'aperçoit que ça soit le vaccin trivalent, que ça soit Sanofi ou GSK, ils ne sont pas disponibles au même moment. En plus, c'est un jackpot pour les laboratoires pharmaceutiques, puisque le DTP était vendu 6 € à l'époque, et là, c'est plus de 40 €. Donc, à qui profite le crime? Au labo. Troisième chose, cet auditeur, il parlait du mercure, mais c'est surtout le problème de l'aluminium. Vous savez qu'il y a des associations, E3M par exemple, qui se bagarrent depuis des années pour avoir ce DTP sans aluminium qui était produit jusqu'en 2008. Il a été arrêté. Notre ministre Marisol Touraine avait promis qu'elle pousserait le laboratoire Sanofi à sortir ce DTP sans aluminium. Et jusqu'à présent, on ne voit rien. Or, vous savez qu'au niveau de l'aluminium, c'est un produit qui est neurotoxique et qui peut entraîner des myofascies à macrophages, qui sont des maladies qui entraînent énormément de problèmes de fatigue et neuromusculaire. Pourquoi ça ne se fait pas? C'est bien que c'est les labos qui sont les premiers à décider contre les politiques, et ça ne va pas du tout. Professeur Briquer, l'auditeur évoquait le risque de sclérose en plaques à la suite d'un vaccin. Ce genre d'information, c'est du sérieux ou est-ce que c'est parce qu'on le lit sur Internet et qu'il y a des rumeurs qui circulent? Alors, ce sont des rumeurs qui sont colportées et non démontrées. Il faut là aussi être très clair. Pas sur l'hépatite B. Si, sur l'épatite B, bien pas sûr. Du tout. Il y a des cas d'infirmières qui ont eu scientifiquement parlant, dans les différentes publications qui ont été faites, et elles ont été nombreuses, il y en a encore des récentes dans des pays qu'on peut qualifier de qualité, Danemark, Suède, qui ont montré qu'il n'y avait aucune relation entre ces possibles problèmes neurologiques et une vaccination. Donc, autrement dit, moi je vous ai entendu dire que c'était un scandale. Oui. Non, je réfute le terme de scandale. Par Bien contre, sûr. peut-être ce qui est scandaleux, c'est de lutter contre la vaccination. Et en particulier, quand vous êtes député, moi je trouve que c'est quand même dommage qu'on fasse passer des messages qui gênent à l'interprétation d'une utilisation correcte des vaccinations en France. Alors, Monsieur pas de Briquet, débat jusqu'à 20h, il faut qu'on écoute Oui, les auditeurs. mais Madame Rivasi, juste- allez-y. Pour avoir une information éclairée, Monsieur Briquer, bon, je sais que vous êtes à la retraite, mais à l'heure actuelle, quels étaient vos liens d'intérêt, puisque vous savez que depuis la loi Kouchner, je voudrais savoir quels ont été les liens d'intérêt que vous aviez avec les laboratoires pharmaceutiques. Moi, c'est très simple. Vous m'avez déjà agressé sur ce point. C'est pas le problème de savoir si on a un lien d'intérêt ou pas d'intérêt. Je n'ai pas de lien d'intérêt. Vous n'avez jamais eu des liens d'intérêt? Si vous entendez par aller dans un congrès avec un laboratoire, la réponse est oui. Bon. Parce Est-ce que que vous heureusement, Madame je voudrais Rivasi. dire, les experts n'ont des qualités d'experts
que s'il travaille avec les gens qui... Si, absolument. Oh, les voilà. autres sont des faux experts. Très bien. Daniel Messager, après le standard. Si on commence tout de suite à Oui. parler des liens d'intérêt, là, on n'est pas sorti. Voilà. Mais c'est important. Oui, C'est important. Madame Rivasi, c'est important. Mais on pourrait, voilà, après tout, on peut parler de tout, des médicaments, de tout. On parle ce soir de la vaccination. Je voudrais apporter un élément supplémentaire. Et là, je vais dans le sens de Monsieur Bricker. C'est vrai qu'en ce qui concerne l'hépatite B, on ne peut pas dire qu'il y a de lien avéré entre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Il y a eu des suspicions. Toutes les études scientifiques montraient qu'il n'y avait pas de lien avéré. On ne pouvait pas en déduire que si on se faisait vacciner contre l'hépatite B, on risquait d'avoir une sclérose en plaques. On est obligé de dire Alors, ça parce c'est que autre chose c'est à que vous dites. c'est à partir de ce phénomène, entre guillemets, de la vaccination contre l'hépatite B que c'est parti toute cette suspicion autour des vaccins. Sans doute qu'à l'époque, ça a été mal réglé, mal géré, et voilà, aujourd'hui, il se passe ça. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire un lien direct entre les deux. Scientifiquement, on ne D'abord, peut pas. il est très difficile de faire une relation de causalité directe. Vous avez raison. Par contre, il y a eu des cas d'infirmières. Je me rappelle, j'étais députée à l'Assemblée nationale et à l'époque, il y a eu des cas où des infirmières ont été vaccinées et ont développé une sclérose en plaques et la relation de causalité a été prouvée. Donc, il y a eu des cas, des procès... De temporalité. Oui. De temporalité. Eh ben, ce ça qui a est été- complètement différent. Alors maintenant, il ne s'agit pas de dire que chaque fois qu'on va se faire vacciner sur l'hépatite B, on aura une sclérose en plaques. Mais il y a eu des cas Sauf que la prouvés. suspicion est là maintenant. Et c'est Ah. bien pour ça que pas mal de personnes ne se font pas vacciner et même ne font pas vacciner leurs enfants puisqu'il a été démontré qu'il n'y avait vraiment aucun risque, en supposant qu'il y en ait, je ne sais pas, sur ces liens dont vous parlez. Mais c'est pour Voilà. ça qu'on met l'hépatite B dans ces vaccins pour enfants, justement. Et on va aller au standard du téléphone sonne, retrouver les auditeurs. Michel Rivasi, c'est important de les écouter. Nous avons Bernard qui est en ligne dans la Loire. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir à tout le monde. Là. Alors d'abord, j'aimerais vous rappeler que Roselyne Bachelot, quand elle était députée européenne, elle est obligée de déclarer ses liens avec les laboratoires. Quand elle est devenue ministre de la Santé, il n'y avait plus du tout ces liens qui apparaissaient sur sa biographie. Voilà, il n'y avait plus ces liens. Alors donc on voit qu'on est au niveau européen, c'est beaucoup plus strict, donc ça veut dire qu'en France, on est presque une république bananière. Alors, Bernard, où Alors, voulez-vous donc, en oui, venir alors, parce qu'on donc, fait une moi, émission je sur les vaccins. Dites-nous franchement ce que vous pensez. Parce que Madame Roselyne Bachelot, vous vous rappelez le H1N1, Oui. elle voulait nous faire vacciner. Il y en Oui. avait qui étaient des vaccins avec adjuvant, d'autres qui étaient sans adjuvant, avec le Tamiflu. Ça avait coûté combien? Plus de 300 millions la sécurité C'est sociale. la campagne 2009-2010. Oui. Bon. Donc, Plus alors, d'un voilà. milliard. Alors, ma question, elle est, comment on peut faire confiance donc aux vaccins quand les médecins experts sont payés par les laboratoires? Et puis j'aimerais bien entendre ce monsieur qui nous dise, quand lui il a démarré sa thèse, hein, il a quand même fait le serment d'Hippocrate, et je pense pas qu'il a fait le serment d'Hippocrate, non? Donc voilà, si on attendez, veut je peux résumer, répondre bien Oui, sûr, bien sûr. évidemment, bon, Alors, oui, ce qui monsieur, revient dans la conversation, c'est de dire que finalement, les médecins qui sont en lien avec les laboratoires poussent à la vaccination Eh oui, un maximum, c'est et une qu'il y a réalité. donc des liens entre les grands laboratoires pharmaceutiques et le monde médical qui défend absolument le développement de la vaccination. Professeur Bricker, qu'est-ce que vous répondez? Alors, je réponds que oui, j'ai porté le serment d'Hippocrate très haut et je continue à le faire en faisant à mes étudiants promettre la même chose. Deuxièmement, ce serment, justement, c'est de soigner correctement les malades. Et moi, je n'ai encore une fois pas de lien avec l'industrie pharmaceutique. Je travaille avec l'industrie pharmaceutique pour, avec eux, préparer des vaccins et faire en sorte de protéger la population contre un certain nombre de maladies infectieuses. Je suis professeur de maladies infectieuses et à ce titre de lutter contre les maladies infectieuses. La meilleure façon de lutter contre les maladies infectieuses, c'est la prévention, la prophylaxie et donc la vaccination et donc les vaccinations. À partir du moment où on a de bons vaccins qui ont prouvé leur efficacité et dont la tolérance est satisfaisante, je ne vois en aucune façon pourquoi on ne les utiliserait pas. Et que c'est au contraire contre-productif de ne pas les utiliser. En tout cas, c'est pas un crime. Michel Rivasi, mais Oui, alors, pas trop long. Un, parce que qu'il y a les beaucoup choses soient d'appels. claires. Moi, je ne suis pas une anti-vaccination. Et quand il y a une contagion, que ce soit sur la rubéole, etc., la polio, je suis pour qu'on vaccine. Par contre, là, à l'heure actuelle, on est dans l'inflation de la vaccination. Quand on parle de la gastro-entérite, le scandale qu'il y a eu, où en 2006, le vaccin est sorti.
le CTV, le centre de vaccination, a dit non, on ne recommande pas. Oui. En 2006, non plus. Et qui est intervenu? M. Cahuzac, qui à l'époque était député, qui pose une question écrite et qui dit « Ce vaccin, il n'y a aucun souci, il est efficace, allez-y, vaccinez-vous ». Et qu'est-ce qui s'est passé? En 2014, on recommande ce vaccin et on s'aperçoit qu'il y a 2 morts, 2 bébés qui avaient été cachés par les laboratoires pharmaceutiques, plus de 508 effets indésirables, dont des invaginations, des obstructions qui donnent un mal terrible au niveau des enfants et qu'il faut intervenir sinon ils meurent. Quelle confiance vous voulez qu'on accorde à cette inflation de vaccination? Alors, on a le garde-asile. Pourquoi on pousse les jeunes filles à se faire vacciner sur le garde-asile alors qu'il y a plein d'effets secondaires? Non, c'est là-dessus mais non, absolument pas. Mais quand on montez, risque, mais non, je ne me. Si vous voulez, si vous considérez que le cancer du col n'est rien. Alors oui, absolument, on peut s'abstenir de vacciner. Malheureusement, le cancer du col chez la jeune femme, car c'est chez la jeune femme. Mais il y a le frottis vaginal. Mais le frottis vaginal, c'est trop tard. Mais pas il faut le faire. Toutes les études montrent qu'il n'y a aucune efficacité sur ce vaccin. On vous a compris. Corinne est en Lozère. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Voilà, alors moi ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas du tout contre la vaccination, bien au contraire. Mais je n'accepte pas qu'on profite de la vaccination pour nous injecter de l'aluminium, même en quantité infime. Alors, ne dites pas qu'on peut faire autrement, parce que jusque les années 80, je suis bien informée, moi, même si, soi-disant, je ne suis pas capable de décider, que je ne suis pas experte. Jusque les années 80, l'Institut Pasteur mettait, je pense, du calcium. Mais c'est plus cher. Voilà. Alors, voilà, moi je sais lire, je sais chercher l'information et je pense que l'industrie pharmaceutique s'intéresse plus à ses bénéfices qu'à la santé en général. Il faudrait peut-être que, justement, les patients, les consommateurs qu'on est devenus de médicaments, eh bien, on soit représentés. Autrement que à l'Union européenne, que ce soit pas les lobbies pharmaceutiques qui fassent la loi pour nous vendre des vaccins et voilà. Parce que moi, ce que je regrette dans l'aluminium, c'est qu'il y en a partout. À la rigueur, je crois que c'est l'effet cumulatif. Alors, on va dire l'aluminium. Eh bien non, ça ne donne pas la sclérose en plaques, ça ne donne pas la maladie d'Alzheimer, ça ne donne pas telle chose et telle maladie dégénérescente. Oui, mais ceux qui consomment des vaccins dans les médicaments, dans les colorants, dans l'eau du robinet, dans les emballages, dans les batteries de cuisine, et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Moi, j'ai acheté du magnésium. Alors, Corinne... J'ai regardé ce que j'avais acheté parce qu'on m'a dit que c'était du magnésium marin. Alors j'ai regardé, parce que je regarde toujours, moi, derrière les emballages, les ingrédients, etc. Eh bien, la seule chose qu'il avait de marin, c'est de l'hydroxyde d'aluminium, qui est un colorant et bleu. Voilà. Alors, on va essayer de répondre à vos inquiétudes, professeur Briquet, à l'inquiétude de Corinne sur la présence d'aluminium dans les vaccins. Alors, cette dame a déjà donné la réponse. C'est que l'aluminium, il y en a dans bien d'autres produits que dans le vaccin. Et dans les vaccins, il y en a une quantité infime, absolument infime, c'est rien à côté de toute la consommation d'aluminium que nous avons tous, les uns et les autres, à travers les différents produits que cette dame a cités. L'aluminium est nécessaire pour entraîner une bonne réponse vaccinale. C'est vrai qu'il a été essayé d'autres choses qui marchent moins bien. Alors, c'est pas du lobby de l'industrie pharmaceutique, il faudrait arrêter ce débat anti-industrie pharmaceutique systématique. On est en train de parler des vaccins, on est en train de parler de santé publique, de nécessité de protéger des populations contre un certain nombre de fléaux. Alors l'industrie y aide, l'industrie fabrique, l'industrie travaille avec des budgets qui sont nécessaires et c'est normal qu'elle gagne aussi de l'argent. Beaucoup d'argent. Courriel. Pas beaucoup d'argent. Le vaccin ne rapporte pas beaucoup. Mais... Attends, juste, moi je voudrais ajouter des choses à ce que vous dites. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a des études qui se font effectivement sur l'aluminium dans les vaccins. Notamment le professeur Guérardi et Autier qui ont montré que quand on injecte de l'aluminium donc, qui est dans le vaccin, eh bien cet aluminium va au niveau du cerveau. Et on a demandé de faire beaucoup plus d'études pour connaître... il ne va pas dans le cerveau, ça n'a jamais été démontré. Vous regarderez l'étude de Gauthier et de Guérardi et vous verrez les travaux de M. Guérardi qui ne sont pas sérieux. Oh,
Ça a été financé par le ministère de la Santé. Alors, monsieur c'est pas parce qu'ils sont financés par le ministère de la Santé qu'ils sont sérieux. Vous avez fait un scandale avec la grippe H1N1. Vous étiez derrière Mme Bachelot et c'est vous qui avez poussé à la vaccination sur la grippe H1N1. Alors, arrêtez avec votre discours, puisque là, on a montré que c'était inutile d'acheter 90 millions de doses et vous avez fait dépenser plus d'1 milliard sur le budget de l'État. Alors franchement... Peut-être qu'on a été trop précautionneux. Bon, précautionneux, c'était les labos et la vaccination derrière qui voulaient absolument... Question courriel, je vous la lis toujours sur l'inquiétude. Le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, peut-il provoquer l'autisme? Vous voyez, il y a de l'inquiétude face... Alors voilà, encore un très bel exemple. Alors ça, c'est pas en France qu'on a posé ce problème, c'est en Angleterre. Sur des travaux faux, qui ont été démontrés comme étant faux. C'est un scientifique soi-disant qui a lancé cette alerte et qui est une des erreur rumeurs absolument, ça ne veut rien dire. Oui, non, mais résultat, c'est qu'on a arrêté de vacciner contre la rubéole, rougeole, etc. et qu'on a eu, en particulier en Europe, une très belle épidémie de rougeole. Daniel Messager. Oui, un mot. Pourquoi on fait cette émission ce soir? On fait cette émission parce que, sur le plan de l'actualité, on est dans la semaine de la vaccination, mais il y a quand même un phénomène dont on doit tenir compte depuis plusieurs années, c'est que les Français sont de plus en plus réticents à se faire vacciner. Alors, c'est dû à l'hépatite B, à la campagne qui a été certainement très mal menée à l'époque sur l'hépatite B. C'est dû à l'épisode que vous rappeliez sur la grippe H1N1. Sans doute aussi, là aussi, la campagne a sans doute été mal menée. Après, entre guillemets, c'est facile de réécrire un petit peu l'histoire, puisqu'on ne savait pas à l'époque quelle allait être la virulence de l'épidémie. Mais bon, il est certain qu'il y a une réticence maintenant, une réticence de la part de la population, une réticence de la part des médecins. Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques jours par l'INPES qui montre que les médecins aussi doutent. Il y a une partie, un quart, je crois, des médecins généralistes qui se posent des questions sur le besoin de vacciner pour ces vaccins qui ne sont pas obligatoires, ceux qui sont recommandés. Donc la situation est ainsi en France. Pour ne pas tomber, vous dites, Madame Rivasi, que vous n'êtes pas contre la vaccination, mais pour ne pas tomber justement dans ce travers, parce qu'on reviendrait quand même des dizaines d'années en arrière. Il y a donc une députée qui a été investie par Marisol Touraine pour mener une mission sur cette vaccination. Elle rendra son avis l'été prochain. Voilà. Et il faut quand même se poser la question, pourquoi une telle suspicion? Est-ce qu'il y a des erreurs qui ont été commises, comment les rectifier? On est vraiment dans une période où il faut vraiment s'interroger parce que le risque, ce serait effectivement que des parents refusent de faire vacciner les enfants et on retrouverait ces épidémies qu'on a quand même réussi à éradiquer aussi grâce au vaccin. David, en Savoie, patiente depuis un bon moment au standard du téléphone sonne. Bonsoir David. Oui, bonsoir Pierre Veille, bonsoir Madame Rivasi, bonsoir Monsieur Bricard. Je vous appelle au nom de l'association Prévention Vaccin, qui œuvre pour donner une information vaccinale transparente, neutre et cohérente. Donc j'aurais voulu recentrer un petit peu le débat sur les côtés législatifs de l'obligation des obligations vaccinales en France et sur les effets secondaires. Donc tout d'abord, je tiens à dire que les lois d'obligation vaccinale en France sont en contradiction avec la loi sur la liberté de choix thérapeutique, qu'on appelle aussi loi Kouchner. Cette loi Kouchner de 2002 porte sur le consentement libre et éclairé du patient et sur l'information donnée sur les effets secondaires, et ceci pour tout acte médical. Elle n'est quasiment jamais appliquée en matière de vaccination. De plus, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, aussi appelé arrêt Salvetti, rendu en 2002 lui aussi, précise qu'en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc si je vous comprends bien, David, parce que pour ne pas faire trop long, il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent au standard du téléphone sonne, vous estimez qu'on ne peut pas vous obliger à faire des vaccinations. Vous voulez être libre de faire ou de ne pas faire une vaccination, c'est ça ? Tout à fait, voilà. Pour la liberté de choix thérapeutique. Professeur Bricker, sur ce point. Oui, c'est un problème délicat que celui de l'obligation. Alors l'obligation remonte à déjà beaucoup plus longtemps. Vous remarquerez que c'est les vaccins diphtérie, tétanos, polio, qui sont des vieux vaccins et qui ont été rendus obligatoires, là encore dans un intérêt de santé publique collective pour une population. Alors ça peut être remis en question, mais il faut faire tout de même... Dans les pays anglo-saxons, il y a une clause de conscience face aux vaccins. Oui, parce qu'il y a automatiquement la nécessité pour une population de se rendre compte que c'est une
nécessité à ce moment-là qu'on pourrait utiliser comme terme civique que de protéger la population vis-à-vis d'un fléau que malheureusement on a souvent oublié, dont les conséquences peuvent être graves pour des Michel individus. Rivasi, ce Oui, témoignage de David qui dit voilà, je veux être libre de prendre ou de ne pas prendre quand un je vaccin. vois dans les pays européens, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale, à part l'Italie, il y a un vaccin en Belgique, un vaccin au Portugal. Mais moi, je voudrais revenir à ce que vous disiez, Madame Messager. Vous savez, en France, on a un gros problème de confiance. Et vous voyez, on a sorti même propre sur la santé. Quand on voit tous les scandales qu'il y a sur l'infiltration des laboratoires pharmaceutiques à tous les niveaux. Il y a eu, si vous voulez, le scandale du Mediator. Il y a eu ce qui s'est passé sur la grippe H1N1. Il y a eu ce que sort Mediapart sur les gens de la commission sur les autorisations de mise sur le marché des médicaments, comme la commission de la transparence qui évalue la valeur, si vous voulez, du médicament. Ces gens-là vont à Marseille, au Sofitel, toucher du cash par les laboratoires pharmaceutiques pour faire en sorte à ce que les autorisations de mise sur le marché aillent plus rapidement. Mais ça, vous l'avez déjà dit, on était un peu en boucle là. Non, mais c'est pour revenir à ce que disait Madame Messager, parce que moi, je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'il faut se faire vacciner quand il y a une contagion, quand ça peut être très grave. Vous ne pourrez jamais sur l'individu, comme la que les diphtérie, vaccins soient réalisés par des laboratoires pharmaceutiques. Oui, ça, mais l'inflation de la vaccination, parce qu'en ce moment, on est en train de nous dire tous les cancers, on va les résoudre par la vaccination. Il y a 200 ça serait vaccins pas une mauvaise nouvelle, hein, qui sont en train d'être mis sur le marché. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et tout ça avec des effets secondaires qui ne remontent pas, ou avec une balance bénéfice-risque, où les risques sont très mal évalués parce que les laboratoires pharmaceutiques ne les font pas remonter. Eh bien, les gens n'ont plus confiance. Voilà. Et donc, il faut assainir tout le système de santé, d'où notre demande au niveau de la haute autorité sur la vie, sur la transparence, ce qui touche à l'heure actuelle les élus, on veut le faire sur toute l'administration sur la santé. C'est-à-dire que si un expert ne déclare pas ses liens d'intérêt, s'il ne déclare pas qu'il touche dans un laboratoire pharmaceutique, eh bien ces gens-là sont sanctionnés. Et il faut le faire dans l'administration sur la santé, dans les cabinets ministériels, à tous les niveaux. Daniel, vous voulez dire non, mais oui, c'est ce que j'évoquais, c'est effectivement la crainte que s'il y a une défiance sur tout, plus personne ne veuille faire vacciner ses enfants. Et c'est la faute à qui ? Oui, alors effectivement, mais vous l'avez dit clairement, je ne vais pas revenir là-dessus, donc vous l'avez dit. Je dis juste attention à un climat de défiance qui pourrait être très délétère et qui pourrait faire réapparaître un certain nombre de maladies qui ont disparu grâce au vaccin. Voilà. Je suis d'accord. Il faut dénoncer peut-être les liens d'intérêt, mais il ne faut pas peut-être supprimer les vaccinations. Ah mais il n'a jamais été question de supprimer les vaccinations, que les choses soient claires. Mais quand on peut avoir des vaccins sans aluminium, eh ben ça serait une très bonne chose. Et pourquoi le laboratoire Sanofi ne fait pas des vaccins avec du phosphate de calcium tel que ça avait été demandé par un auditeur? Et on pousse à ça. Et quand notre ministre nous dit « je ne peux pas pousser le privé à le faire », alors là, ça m'inquiète parce qu'on peut très bien dire à Sanofi « on vous le demande » ou sinon, on ne vous rembourse pas les médicaments comme vous le demandez au niveau de la sécurité sociale. Enfin, on a des moyens de pression quand même. Joël, bonsoir Joël. Oui, bonsoir. Vous êtes sur l'antenne. Voilà, donc je disais tout à l'heure à votre technicien, je suis ostéopathe et phytothérapeute et je travaille sur les enfants et sur l'immunité en particulier chez les enfants. Et moi aussi, je trouve assez scandaleux ces vaccinations, ces multi-vaccinations qui vont, avec les adjuvants, créer une hyperstimulation du système immunitaire des enfants qui est bien plus néfaste à leur immunité que le bénéfice que voudraient apporter les vaccins. Donc je pense, comme le disait Madame Rivasi, il faudrait rester sur des vaccinations pour les maladies vraiment dangereuses, problématiques et qui mettent en jeu la vie des personnes et non pas chercher à traiter toutes les maladies par les vaccinations. On peut stimuler l'immunité autrement. Et pour revenir sur ce qui vient d'être dit sur les cancers, si on veut faire diminuer l'incidence des cancers, c'est de la prévention qu'il faut faire. C'est pas de la vaccination, c'est de la prévention sur l'alimentation, sur la pollution, sur des tas de choses, sur l'hygiène de vie. Et ça, là, on fera baisser réellement les cancers. Et c'est pas la vaccination qui fera baisser les cancers. Voilà ce que je voulais dire. Merci Joël, professeur Briquet. Alors, vous savez, les Américains en ce moment qui sont soumis à une épidémie de rougeole ont eu un certain nombre d'interlocuteurs comme ça qui pensaient qu'on pouvait stimuler l'immunité avec des yaourts, avec un certain nombre de produits comme ça. Non, c'est pas sérieux. La seule façon de se protéger correctement contre une maladie infectieuse, c'est
de se faire vacciner. Alors, de dire qu'il y a des vaccinations contre des maladies qui ne sont pas importantes, je voudrais qu'on m'en cite, parce que la diphtérie, ça pourrait réapparaître si on ne vaccine plus et ça tue. Le tétanos, absolument même remarque. La poliomyélite, il y a qu'à regarder malheureusement les séquelles. Oui, voilà. Et madame, vas-y, il faut les faire avant qu'il y ait un problème infectieux. Vous dites qu'il faut attendre, mais si on attend, c'est trop tard. Mais je n'ai pas dit ça, le DTP, moi je l'accepte très bien. Ce que mais je pareil n'accepte pour pas, la méningite c'est C. l'hexavalent, parce que si j'ai pas envie de faire vacciner mon enfant sur l'hépatite B et que je décide en fonction de son choix de vie, eh bien, c'est de la vente forcée. Et là, je suis pas d'accord, on n'est pas dans le consentement éclairé. Question de l'auditeur. Qui est concerné, alors là c'est très pratique, qui est concerné par les rappels de vaccins? Les rappels, il faut les faire quand? Professeur Briquet. Alors il y a par le ministère et les tutelles des conseils de vaccination avec un calendrier vaccinal qui est très précis, qui donne des rappels. Alors ce qu'il faut savoir, que c'est vraisemblablement, il y aura de plus en plus de nécessité de rappels, parce que on vit de plus en plus longtemps, parce que notre immunité risque de diminuer un petit peu avec le temps et que par conséquent, il faut entretenir les rappels. Donc les rappels, ça concerne les enfants au moment où on est en primo-vaccination, puis ça peut concerner des adultes pour certaines vaccinations, pour certaines pathologies, un peu plus tard, avec probablement dans le futur des revaccinations vers des personnes âgées. Mais il y a un document officiel, médical, sur les vaccins recommandés selon les âges, les professions, l'environnement dans lequel on vit? Absolument. Le bulletin épidémiologique hebdomadaire fait passer chaque année les conseils du calendrier vaccinal. Johanna, sur Facebook, nous a écrit: la tuberculose peut-elle revenir en force maintenant que le BCG ne se fait plus obligatoirement? Professeur Briquet. Alors le problème du BCG est un problème un petit peu plus compliqué. Vous voyez que justement les autorités ont levé l'obligation parce que cette vaccination, qui est une vaccination très ancienne, qui est une vaccination qui n'a pas été de la meilleure qualité en matière d'efficacité, ben oui. Et donc vous voyez très bien qu'à partir du moment où un vaccin est reconnu comme avec des insuffisances, eh bien les autorités le retirent ou lèvent une partie de l'obligation. Et ça tient compte d'un certain nombre de phénomènes qui sont un peu compliqués à expliquer, épidémiologiques, mais incontestablement, il y a eu un problème avec le vaccin BCG qui a été réglé en levant l'obligation. Alors, est-ce que ça peut faire revenir la tuberculose? On peut espérer que non, bien que la tuberculose est un réel problème dans le monde et en particulier en France, mais c'est pas avec le problème de cette vaccination qu'on réglera le problème. Daniel Messager. Alors, Monsieur Bricard, quand vous dites quand les autorités reconnaissent qu'un vaccin n'est pas efficace, ils le retirent, c'est pas vrai tout le temps, parce que par exemple les vaccins contre la grippe, on peut pas dire qu'ils soient efficaces à 100%, loin de là. On a vu l'hiver dernier qu'il y avait un vaccin qui était quasiment pas efficace, et pour autant les vaccins demeurent. Alors effectivement, ce ne sont pas des vaccinations obligatoires, mais voilà, il y a quand même, il faut. Oui, mais c'est pas facile, il faut prévoir le virus a muté, on pouvait pas le prévoir. Même en cas de grippe dont on aurait pu prévoir précisément les virus, on sait très bien que le vaccin contre la grippe n'est pas efficace à 100%. L'efficacité est d'à peu près 50%. Là, elle était à 20. Pour autant, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire vacciner contre la grippe. Je pose la situation. Ce n'est pas parce qu'un vaccin n'est pas efficace qu'on le retire forcément. Voilà. Il y a un principe de précaution. Non, bien entendu. Mais regardez le garde d'asile. Même la haute autorité sur la santé dit on n'a aucune preuve de son efficacité. Pourquoi même un président de la République, c'est la première fois dans l'histoire qu'un président de la République, à la commission environnementale sur la santé, dit il faut multiplier par 2 la vaccination avec le garde d'asile. Mais vous voyez bien que même au sein de François Hollande, qui l'avait inclus dans le plan cancer, il a eu quelqu'un qui lui a rajouté le garde d'asile. Oui. Enfin, c'est pas lui tout seul. Et donc vous imaginez évidemment qu'il y a un laboratoire qui est derrière. Ah mais bien sûr. Voilà. En plus, non mais entre nous, il y a au pénal, il y a des jeunes femmes qui ont eu énormément d'effets secondaires, qui ont des maladies neurotoxiques dues à la prise du garde d'asile. Mais bien sûr que ça a été prouvé. Non. Deuxièmement, si vous avez une jeune fille de 11 ans... Vous avez un médecin devant vous. Mais c'est un médecin, si vous voulez, qui a tellement travaillé avec GSK, avec Novartis... Non, mais c'est très grave ce que vous dites. Non, mais bien sûr, c'est des accusations extrêmement graves, vous vous rendez compte?
pour le Prévenard Mais 13, bien un entendu. vaccin. Non, mais il était au c'est même board au présent. Vous pouvez pour même le l'utiliser GSK. au présent. Je suis un peu surpris quand voilà. même. Je moi, reconnais ça- le travail d'une députée européenne, mais il y a en face de vous un professeur de médecine. Enfin, Eh ben, voilà. il peut être financé par les laboratoires. Mais je ne suis pas financé par les laboratoires. Je travaille avec les laboratoires pour le bien d'un certain nombre d'avancées vaccinales. Oui, Et vous avez raison, le Prévenard 13, qui est un excellent vaccin, anti-pneumococcique, oui, puisque vous voulez, j'ai travaillé avec eux. Et Dernier appel, il est 19h57, ce sera Fabien à Agré- Angers. Bonsoir Fabien. Bonsoir. C'est à vous, soyez pas trop long parce qu'il nous reste 1 minute 30. Je vais faire vite, même si j'ai la chance d'avoir vécu à l'étranger, en pays anglo-saxon, Amérique du Sud, etc. Et juste apporter pour la fin que tout notre sujet est quand même aussi culturel. Pasteur a inventé des vaccins, c'est vrai, mais il y a une importance et une logique de standardisation en France qui est le vaccin. Dans d'autres pays, dans d'autres endroits, on traite les sujets d'une autre manière et pas uniquement sur les vaccins. Donc c'est un peu embêtant de trouver uniquement un dialogue de on règle toutes les maladies par les vaccins, alors que dans d'autres pays, et la globalisation nous aide, il y a des bons côtés, à voir qu'on peut traiter les choses autrement et que c'est pas... Mais en quelques mots, vous dites autrement, de quelle façon? Eh bien, écoutez, effectivement, on peut avoir des stratégies. On a vu dans les États-Unis les stratégies où on ionisait les aliments, et ben ça s'est retourné contre les gens. Donc, la stimulation des défenses immunitaires, il ne faut pas l'écarter d'un revers de main comme ça. C'est important d'être confronté aux bactéries, d'être confronté et de manger sainement, de s'alimenter sainement. Et oui, bien sûr, voir avoir la une solution vie par les saine, vaccins bien est sûr. Mais oui, mais le problème, c'est qu'en France, on est centré sur les vaccins, en partie parce que c'est culturel, et qu'on n'arrive pas à sortir de là, et qu'en plus, on a rendu ça obligatoire. Merci Fabien de nous avoir appelé. Merci à nos invités, le professeur François Bricaire, Michel Rivasi et Daniel Messager. C'était le Téléphone Sonne, émission réalisée par Marie Mérier, préparée par Céline Villegas. Sylvain Guilbault s'occupait des réseaux sociaux. À la technique, il y avait Mehdi Fata et Alain Gadan.